L'assistance est quand même plutôt féminine, donc on va parler quand même d'un événement de guerre, donc je vous apprécierai, vous avez l'habitude. D'accord, très bien. Alors, c'est des femmes résistantes. On va parler du grand siège de Malte de 1565. On va le replacer dans un cadre historique pour être un peu plus clair sur les événements. On aura une approche polyurcétique, hein. Donc on va regarder les techniques de siège et comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé et quelles sont les conséquences. Donc un panorama global au départ, et ensuite on fera une sorte de zoom au fur et à mesure. Christophe, si tu peux fermer la porte là, parce que on a d'autres assaillants. Oui, voilà. Alors, d'abord, pourquoi le siège? Alors, il faut le recontextualiser, il faut se rappeler du siège de Rhodes de 1444. Il faut ensuite se rappeler du siège de Rhodes la seconde fois de 1522. Et par la suite, il faut réaliser, en fait, qu'il y ait un continuum. Alors un continuum temporel qui provient au départ des hospitaliers, hein, donc ils existent déjà depuis le millénaire. Ils vont avoir un rôle plus important à partir du moment où on va s'arrêter au niveau des Templiers, à partir de 1307, un changement de phase important, mais nous on va s'intéresser à une période nettement postérieure, donc ils ont déjà une ampleur importante, puisqu'on a des changements qui vont survenir. À partir de Jérusalem, ils vont se retrouver à Chypre, puis ensuite, ils vont se retrouver à Rhodes. Et puis ensuite, à partir de Rhodes, quand le siège se termine, de 1522, où on a une invasion de l'ensemble du Dodécanèse par l'Empire ottoman, on va avoir des répercussions sur l'ensemble de la Méditerranée. Alors pendant ce temps-là, de l'autre côté, du côté espagnol, vous savez qu'on est dans la phase de reconquête, donc ça dure à peu près déjà 500 ans. On va aboutir à cette phase de libération qu'en 1492, hein, avec Grenade, la prise comme dernière ville d'Andalousie, pour avoir l'Espagne totalement libre. Mais on a des problèmes, si vous voulez, à partir de ce moment-là, déjà avec Barberousse, qui va intervenir à partir de l'Algérie. Enfin, donc, je ferai des mélanges au niveau des dénominations, parce qu'évidemment, ça ne s'appelle pas toujours de la même façon, mais c'est simplement pour vous situer, tant qu'on n'est pas encore dans les cartes. Alors, ce qui est important, c'est de séparer la Méditerranée en deux morceaux, oriental, occidental, se rendre compte que la partie orientale, à part Venise, Gênes et les Hospitaliers, quasiment tout est occupé par l'espace de l'Empire ottoman. Et du côté occidental, on a ces libérations dont on vient de mentionner. Donc la France est libre par le nord, hein, je parle du nord de la Méditerranée. Ensuite, on a l'Espagne, et puis on a des échecs petit à petit qui interviennent. Et on va avoir un grand changement de phase qui va en gros préparer ce qui va se passer plus tard, en 1571. Mais au départ, c'est ce qu'on appelle le corso. Le corso, en fait, ça veut dire donc les corsaires. Les corsaires vont pas être comme on l'a plutôt l'habitude en France avec Surcouf. C'est des corsaires un peu particuliers, donc ils ne sont pas vraiment des pirates, mais ils vont être utilisés sur l'ensemble de la Méditerranée pour lutter contre l'invasion globale de l'Empire ottoman. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils n'arrivent pas à avoir un front direct, eh bien, ils vont utiliser les bateaux pour avoir des fronts, on dirait maintenant, avec la terminologie actuelle, de guérilla. Donc ils vont taper sur un bateau, prendre le bateau, partir, ni vu ni connu. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils arrivent à emporter les biens d'un bateau du Grand Eunuque. À Constantinople, donc le siège de l'Empire ottoman, on commence à avoir des problèmes de gestion, parce qu'en fait, il s'agit quand même de véritables trésors en termes de taille, de quantité et aussi de qualité. Et donc, pour lutter contre cette forme de guérilla maritime, on va essayer d'utiliser d'autres personnes, des marins. Vous savez que les Turcs ne sont pas très forts
en marine, et donc ils vont utiliser d'autres, comme justement les frères Barberousse, pour lutter et contre-attaquer sur ces points-là, sur des points d'ancrage justement autour d'Alger, Tunisie, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, les chevaliers, qui au départ étaient des chevaliers de Saint-Jean, sont devenus par la suite les chevaliers de Rhodes et ensuite les chevaliers de Malte, et c'est toujours les mêmes, hein, bien sûr. Donc cette appellation-là va changer en fonction du lieu géographique, mais c'est toujours des hospitaliers. Alors ces hospitaliers, après le siège de 1522, n'ont plus un seul endroit où se retrouver. Vous savez que ça fonctionne, la structure, avec les langues. Donc on en a plusieurs d'ailleurs de langues en France à l'heure actuelle. À l'époque, la France est considérée comme différente de l'Auvergne. Donc il faudra se retrouver, vous verrez sur les cartes. Mais l'important, c'est que la structure est supranationale, n'est pas dans un seul cadre, et donc elle a un problème pour retrouver un endroit où se caser dans l'espace européen. Donc c'est à partir des inquiétudes de Charles Quint qu'il va y avoir une intervention, parce qu'en fait, il va se rendre compte qu'on commence à perdre du terrain en Méditerranée occidentale, et il se dit, si ça continue, en fait, je vais avoir les Ottomans partout, de l'autre côté aussi. Alors comme Malte est un endroit stratégique, vous le voyez là sur la carte, mais sans le cadre européen et méditerranéen, donc vous êtes au-dessus de la Tunisie et en dessous de la Sicile. Évidemment, avec les tailles de l'époque, ça paraît considérable comme distance, mais c'est quand même un endroit très stratégique qui va séparer la Méditerranée en deux. Et donc son idée, c'est de dire, eh bien, on va le donner aux hospitaliers, parce qu'eux, de toute façon, résisteront. Alors vous allez me dire, mais comment il sait qu'eux, ils résisteront? C'est très simple, en fait, parce que les Ottomans, quand ils voient quelqu'un porter une croix, ils le décapitent. Donc c'est une grande tradition, enfin, certains appellent ça tradition, d'autres appellent ça une barbarie, vous choisirez le terme à la fin de la conférence, et ils considèrent en fait que les gens qui sont porteurs de croix, comme les hospitaliers, pareil pour les templiers, etc., c'est des gens qui sont incurables. C'est-à-dire que tous les autres, avec un peu de torture, finissent par devenir musulmans. Vous voyez? Alors qu'en fait, ceux-là, on ne s'en sort pas. Donc il faut quand même se rendre compte en fait des préoccupations de l'époque. Parce que vous savez, des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous allez des fois à l'étranger et puis votre croix, vous la rangez un peu discrètement pour pas qu'elle soit trop visible. Là, il faut imaginer que la croix, elle est sur l'ensemble. Quand même, hein. Donc vous l'avez sur le bouclier, sur le devant, sur le derrière. C'est difficile de ne pas le voir. Bon. Il faut quand même avoir du cran pour faire ça à l'époque. Et donc vous verrez par la suite les préoccupations. Et vous comprendrez que les comparaisons qu'on fait des fois à travers le temps, certaines préoccupations sont un peu ridicules, qu'on considère comme vraiment comme problématiques à l'heure actuelle. Si on les replaçait dans un contexte de ce genre-là, on se rendrait compte quand même qu'on ne sait pas de quoi vraiment on parle. Alors, et puis il faut voir aussi l'ensemble de la carte, parce que maintenant on en parle de façon libérée, en France, dans l'espace européen, alors qu'à l'époque, l'espace européen libre, dans ce sens-là, est quand même très petit. Hein. Et vous allez voir à quel point c'est important. Donc, en fait, ils vont se dire, les hospitaliers, de toute façon, c'est simple, ils lutteront jusqu'au bout. Donc, autant les avoir à un endroit stratégique. Alors, ils leur donnent Malte. Alors, Malte, il y en a parmi vous qui sont allés à Malte? Voilà. Donc, ceux qui sont allés à Malte, je n'ai pas besoin de vous convaincre pour le climat et au niveau de l'aridité, parce que le centre de Malte, qui est le patrimoine mondial de l'humanité, là ça va très bien. Si vous sortez un peu de Malte, vous allez à Médina et vous voyez les différences. Bon, là c'est quasiment désertique au sens métaphorique du terme, bien sûr. Mais vous comprenez que les chevaliers donc, de Rhodes, quand ils arrivent à Malte en 1530, la première chose qu'ils veulent, c'est retourner à Rhodes. Ils ne veulent pas rester à Malte. Donc ils restent à Malte parce qu'ils sont condamnés à rester à Malte parce que Rhodes est occupé. Mais ils considèrent, on le voit dans leurs écrits, et donc à propos des écrits, alors là je vous ai amené des livres, alors ce n'est pas des livres complètement d'époque parce que c'est quand même de 1764, c'est quand même des livres anciens. Et donc en fait c'est l'histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean, et dedans, ce que je vais vous raconter, il y a certains extraits qui sont directement pris de ces livres. C'est dommage parce qu'on ne les connaît pas bien, on a une histoire un peu racontée par ceux qui racontent,
Alors qu'en fait, on pourrait revenir aux sources. Donc là, vous voyez, hein, c'est une écriture du français un peu spéciale, mais bon, vous devez même lire du Rabelais dans le texte, donc c'est pas une difficulté, hein, on s'habitue. Et ça va donner aussi une série d'anecdotes assez croustillantes, si j'ose dire, vous allez voir pourquoi, et qui nous permettent de contextualiser de façon plus vivante comment ça se passait. Parce que, en fait, vous savez, nous on dit siège, fin, c'est réglé. Et le problème, c'est que ça dure plusieurs mois, des conditions épouvantables, on ne sait pas bien comment ça se passe, là on sait. Donc, tout ça pour vous dire que quand on va avoir Jean Parisot de La Valette qui va arriver sur place, eh bien, on peut le voir, ça c'est la fin du siège, mais c'est pour vous montrer ici, quand il arrive. Bon, évidemment, ça c'est peint, hein, et puis c'est peint a posteriori, donc imaginez que c'était totalement différent de ça, à part les croix. Tout le reste, c'est quand même assez imaginé. Alors, bon, ça nous donne une version, on va dire, maintenant, nous, à la limite du maniériste et du romantique, mais bon, ça nous donne en fait une impression qu'ils viennent prendre quelque chose en possession. Alors, ceux qui sont allés donc à Malte, vous allez être surpris, à moins que vous ayez tout étudié, évidemment, ils ne sont pas allés là où on va maintenant. Donc, Birgous, c'est vraiment au bord. Et la grande partie qu'on appelle maintenant Malte, eh ben, elle est quasiment vide. Alors, dès qu'ils arrivent, ils se rendent compte que ça, c'est la partie la plus importante. Et ça va être la partie pour le futur. Et simplement, ils ne peuvent pas le faire sur le moment. Hein. Alors, pendant ce temps-là, ils ont un autre problème technique, c'est que dès 1551, ils vont avoir des problèmes avec les Ottomans, sur l'île de Gozo, donc ils vont rafler tout le monde et ils vont les transformer tous en esclaves. Hein. Donc ça c'est simple, c'est pour les Maltais, hein, puisqu'en fait les chevaliers ne sont pas encore en place, donc ils s'attendent donc à subir un siège. Donc il y a deux niveaux de préparation. Il y a une préparation locale. Donc plus on va se rapprocher de 1564-1565 pour l'époque du siège, eh bien ces préparations vont aller, si vous voulez, crescendo. Alors les premières préparations vont consister en fait à créer des points d'ancrage dans l'île qui vont être des points de résistance. Alors, vous imaginez, je rappelle toujours à ceux qui l'ont déjà vu, c'est facile de construire des forts là-bas parce qu'il y a de la pierre de partout. Par contre, c'est difficile d'y rester parce qu'il y a de la pierre de partout. Vous voyez? Donc c'est un peu le problème. Et la difficulté, ça va être justement d'approvisionner ces points en eau, gérer le problème des pâturages pour avoir de la culture, et après, vers la fin, faire exactement le contraire, c'est-à-dire tout brûler. Donc la politique, bah oui, parce que quand ils savent qu'il va y avoir une invasion, les problèmes des invasions massives, donc là on parle de plusieurs dizaines de milliers qui arrivent en même temps, il faut qu'ils mangent. Et comme c'est une île petite, eh bien, vous avez tout intérêt à tout brûler, parce que sinon, ils vont utiliser l'île pour vous dominer. Pour des îles grandes, c'est impossible. Par exemple, pour Rhodes, c'était impossible, donc ils ont utilisé ça. Donc ils connaissaient les techniques. Et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de relation entre Rhodes et Malte, c'est très simple. Hein. Mustapha Pacha, qui était dans les deux sièges, donc il savait exactement ce qui se passait. Mais d'ailleurs, il va proposer une technique d'invasion de l'île qui va être refusée par l'amiral, parce que l'amiral, lui, se préoccupait bien plus de ses galères. Parce que quand ils arrivent au port, ils sont un peu en danger par rapport au vent. Et donc, en fait, il veut attaquer directement le fort de Saint-Elme, alors qu'en fait, l'autre, qui avait l'habitude, disait « ça serait quand même bien qu'on travaille sur l'ensemble de l'île et les isoler et ensuite les attaquer ». Donc cette politique ne va pas être prise en compte et on va se retrouver avec un point d'ancrage sur le point d'Elbe. Alors, je ne sais pas si la souris est visible. Donc ça, c'est une représentation. Ceux qui sont allés au Vatican peuvent retrouver ce tableau. Donc là, c'est la partie du fort de Saint-Elme sur laquelle on va jouer dans un premier temps. Et ensuite, là, c'est la partie vraiment principale. Ici aussi, un peu ici, vous allez voir. Et puis là, comme vous pouvez le constater, c'est la partie qui a été directement envahie par les Ottomans pour faire le siège. Donc,
pourquoi aussi on parle de ça, quand on en a parlé avec Georges pour la proposition du thème, il faut bien se rappeler aussi de la célèbre phrase de Voltaire, hein, et rien n'est plus connu que le siège de Malte. Et pourtant, Voltaire, c'est pas de l'époque, hein, donc ça veut dire qu'il y a quand même un transfert qui est intéressant à constater. Alors, là, vous allez avoir des différents zooms pour vous rendre compte, en fait, de cet ensemble-là, mais je voudrais auparavant sortir de là et vous montrer une petite vidéo pour vous mettre entre guillemets, on va dire, si on y arrive, dans l'ambiance de l'époque. Alors, c'est évidemment un anachronisme, parce que pour vous mettre dans l'ambiance de l'époque, je vais vous faire, si j'y arrive, à moins que Georges nous aide après, on va voir. Pour l'instant, oh, ça a l'air sympa, ça. Ouais, ça marche. Voilà. Alors, c'est une étude d'architecture militaire, suite à un doctorat. Et bon, je vais passer le départ. Vous allez me dire pourquoi je vous montre ça à vous. Alors, c'est une reconstruction virtuelle de l'espace en 3 dimensions du fort de Saint-Elme. Mais je pense que vous pouvez comprendre directement que vous allez avoir accès. Donc, on a quelques images des configurations de l'époque. On va le voir comment il s'est construit. Hein. Et puis vous allez comprendre aussi que c'était une erreur stratégique. Donc là, on voit le plan de Simon Caz. C'est une erreur stratégique de s'en prendre à lui. Alors regardez comment il est au départ. Donc vous voyez en fait les bastions, les demi-bastions, les éperons, les tenailles. Donc c'est les processus qui vont se rajouter au fur et à mesure pour pouvoir, là on a le Ravelin, donc on appelle des fois demi-lune, et pour pouvoir avoir une meilleure adhérence sur le plan polyercétique. Donc maintenant, vous avez une vision que les Ottomans n'avaient pas. Personnellement, je pense que si les Ottomans l'avaient eu, ils n'auraient pas commencé par là. Alors les Ottomans, en fait, avaient une vision extérieure. Donc vous, évidemment, comme vous êtes tous des descendants de Vauban, tout ça vous paraît très simple. Chez Vauban, c'est quand même bien plus évolué encore. La problématique des gens qui sont à l'extérieur sans espionnage, c'est qu'ils ne voient que des murs. Et le problème, c'est les effets de surprise chaque fois qu'on rentre dedans. Alors même quand on rentre dedans, on ne se sent pas très bien. Alors, pour vous rendre compte, ceux qui ne sont pas allés dedans, si vous avez vu le film Midnight Express, il y a quelques années, quand ils étaient en prison, c'était là. C'était en dessous, hein, la partie inférieure, on va dire. Et vous pouvez voir par ces ensembles-là que les configurations permettent un énorme système de défense. Alors, les Ottomans, quand ils vont voir ça de l'extérieur, ils vont considérer qu'ils vont aboutir ça en quelques semaines. Bon, ben, ça ne marche pas. Ça marche pas. Pourtant, ils ont amené du matériel. Hein. Ils ont amené des canons considérables, qui peuvent évidemment éclater de ces murs. Alors le problème, c'est que les murs ont des super angles, ce qui fait que c'est difficile à partir d'un bateau de tirer toujours au même endroit, parce que vous savez, la problématique du canon, c'est très simple. Si vous pouvez tirer au même endroit plusieurs fois, rien ne vous résiste. Si vous ne tirez pas exactement au même endroit, ça peut résister longtemps. Et donc, en fait, la première chose que font les bateaux, c'est d'essayer de se retrouver sur Terre pour avoir des positions très claires. Le problème, c'est que pendant ce temps, les autres tirent dessus. Alors en fait, ça va durer considérablement plus, et ça va permettre aux hospitaliers de se retrouver de l'autre côté. Alors il y a une liaison. Je pense que maintenant vous avez vu à peu près l'ensemble. Georges, de toute façon, je laisserai la vidéo, hein, si ceux qui sont intéressés veulent la voir. Je la laisserai ici. Donc, tout sera sur l'ordinateur de toute façon. Alors je reviens à cette vision-là pour vous rendre compte de la configuration de l'espace ambiant. Quand il va y arriver, lui, oui, il va y arriver. Voilà. Donc, alors je vous montre quelques images. À l'époque, je vais suivre ses conseils. Donc c'est pas des représentations d'époque, elles sont quand même bien antérieures, enfin bien postérieures, mais enfin elles sont bien antérieures par rapport à nous. Et c'est assez intéressant parce que c'est un chrétien qui dessine, un Italien, et en fait il dessine du côté des Ottomans. Ce qui est un peu logique, puisqu'en fait il dessine du côté extérieur vers l'intérieur. Donc, mais on peut quand même se rendre compte rapidement que c'est quand même colossal
comme espace. Et là, on voit bien les canons, les bombardes, etc. Alors, les bombardes, j'ai interrompu, c'était des bombardes doubles qui étaient vissées. Alors, vous imaginez donc une longueur de canon normale, 2 fois, et puis vous vissez. Donc, vous imaginez ce qu'il y a dedans. Hein. Bon, ça peut arriver. Donc, en fait, la problématique qu'ils avaient sur le plan du génie militaire, c'était que quand les gens y tapaient dessus, il fallait reconstruire rapidement. Sinon, si vous laissez une brèche, ça pouvait s'envenimer. Donc là, on peut le voir. Alors, revenons maintenant à la position. Donc vous voyez, en fait, là, vous avez l'île de Gozo, là, vous avez l'île de Malte, et là, je vous ai dessiné la trajectoire des Ottomans. Alors, les trajectoires des Ottomans, vous voyez, le 18 mai, ils sont à cet endroit-là. Donc, vous voyez, normalement. Et en fait, le 19 mai, ils vont arriver sur la première baie, et puis ils vont faire un mouvement de contour. Alors, vous savez bien que le but est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils arrivent sur l'île, il y a des combats qui se font entre cavalerie, hein, associés. Et là, en fait, évidemment, les chevaliers se rendent compte que c'est considérable comme nombre, c'est impossible à tenir comme position. Donc, ils décident que leur grande stratégie, ça va être de se replier et de se mettre dans tous les forts dont ils disposent pour rester le maximum. Technique de carapace de tortue, si vous voulez, pour rester au maximum pendant qu'ils attendent la relève des Espagnols. Parce qu'en fait, il y avait 2 niveaux de protection, le niveau de protection locale et le niveau de protection globale. Global, ça veut dire faire des pourparlers avec l'ensemble des pays européens, en utilisant évidemment les langues, puisqu'en fait, on a l'Espagne, on a la France, on a l'Allemagne, etc., pour avoir des gens qui vont venir aider en temps voulu. Le problème, c'est que ces gens qui vont venir aider en temps voulu ont eux aussi des problèmes. Donc en fait, on a un problème de timing quand c'est qu'on va retourner. Je vous donne un exemple pour que ça vous serve, entre guillemets, de leçon stratégique. 1571, siège donc, de Famagoust, il va tenir 1 an, et dans l'année, la Sainte Alliance n'a pas eu le temps, hein, avec des pourparlers qu'ils avaient en Lancin, ils n'ont pas eu le temps de venir à temps, ils sont venus 1 mois après, le siège était tombé. Hein. Mais pas en pensant, ils ont quand même fait la grande bataille de Lepante, qui a mis un terme, si vous voulez, à la domination ottomane sur le plan maritime. Mais il faut bien se rendre compte, donc une bataille de cette, enfin, une no-machie on dirait, une bataille navale de cette ampleur, eh bien elle est quand même arrivée 1 mois après. Donc en fait, l'île de Chypre est occupée. Alors, pour ceux qui pensent que ça n'a pas de répercussions, je vous signale quand même que l'île de Chypre est occupée encore maintenant par la 2e vague de 1974, qui représente en fait la continuation de celle de 1571. Donc, avec 1 mois de décalage, ça pourra changer l'histoire de Chypre. Alors qu'en fait, ici, c'est ce qui va se passer avec Malte. Malte, comme les hospitaliers, donc ils sont à peu près 600 seulement. Après, il y a 1300 personnes de la garde, en plus il y a les Maltais locaux, on va dire, ils savent très bien que s'ils ne se défendent pas bien, c'est fini. Parce qu'ils ont un problème de temps. Le temps que les autres arrivent, ils seront tous morts. Bon. Et puis s'ils sont pris prisonniers, il n'y a pas de prisonniers, vous vous rappelez, hein, parce qu'évidemment, le sultan est assez explicite pour... si vous voulez, même dans le cadre de la barbarie, il faut être explicite. Hein. Alors il leur a dit, eh bien, vous êtes payés à la tête. Donc en fait, ils ne se contentaient pas de les tuer, il fallait quand même qu'ils montrent la tête. Ce qui fait que vous comprenez comment ça se passe. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a des gens qui disent que tout est pareil. On n'a pas l'équivalent du côté des hospitaliers. Hein. Ils ne demandent pas la tête des ennemis. Bon, ça tombait bien parce qu'ils étaient tous de l'autre côté du fort, donc ça aurait été compliqué de les prendre leur tête une fois qu'ils étaient morts. Mais bon. Alors c'est pour vous rendre compte quand même que ce qui est appelé maintenant le contexte conventionnel et de compromis, à l'époque n'existait pas, donc ça allait directement. Donc la cible est ici. Ils vont passer par Médina. Alors Médina, ils vont mettre un poste. Si vous allez à Médina, je vous montrerai aussi, c'est magnifique, parce que c'est vraiment le contexte complètement de l'époque, hein, les structures, les grandes structures, évidemment, pas les petites maisons. Et ça ne peut pas tenir très longtemps. Alors donc, ça va être Marsa, la cible, et on va voir aussi Birgou, Sengler, et puis évidemment le fort de Saint-Elme. Alors pourquoi le fort de Saint-Elme est choisi? Parce qu'en fait, il est à l'entrée du port. Ce qui fait que quand vous êtes complètement à l'entrée du port, là vous le voyez bien, je pense,
quand vous voulez rentrer de la mer Méditerranée, vous voulez rentrer dedans, même pour taper là-dedans, il faut passer par là. Et le problème, c'est que vous avez donc des batteries de côté, ce qui n'est jamais agréable pour un bateau. Hein. Alors, donc, quand vous avez les batteries de côté de ce fort-là, qui est vraiment très bien tenu, vous avez vu sur la vidéo, eh bien, pour passer là, c'est difficile. Alors, il faut se rendre compte qu'ils avaient prévu aussi de mettre des obstacles anti-navires, comme vous le voyez. Alors, c'est assez intéressant, les obstacles anti-navires, parce que c'est quelque chose de très simple et super efficace. Mais il faut vraiment le protéger. Alors, ça revient à faire quoi? Eh bien, vous mettez une chaîne dans l'eau, vous l'accrochez des deux côtés. Si un bateau arrive sur la chaîne sans se rendre compte qu'il y a une chaîne, eh bien, il est immobile. Mais vous savez ce que c'est un bateau immobile? Ça s'appelle un tombeau. Voilà. Parce qu'évidemment, le bateau, il est fait pour être mobile. Dès qu'il est immobile dans un port, ça s'appelle une cible, et ensuite un tombeau. Donc, je vous rappelle que on avait fait une conférence pour Léonard de Vinci. À un moment, les Vénitiens avaient demandé à Léonard de Vinci comment les aider, et il leur avait dit mettez une chaîne. Et je vous rappelle quand même que Léonard de Vinci est mort en 1519, mais en 1565, on considère que c'est totalement naturel de mettre des chaînes dans l'eau. Hein. C'est pour vous dire que des fois. Hein. Bon. Alors, là, vous avez de nouveau, vous voyez, en fait, vous avez une fortification aussi bien terrestre qu'un barrage côtier. Alors le barrage côtier, c'est justement pour éviter que les bateaux arrivent avec toute l'infanterie de base directement sur la côte, parce que là vous avez un effet multiplicateur. Et vous avez donc les deux forts, Bastion, donc là c'est le fort Saint-Michel, fort Saint-Ange, ça sera les deux points importants. Le fort Saint-Elme, on va dire que c'est plutôt de la protection. Et vous avez le bastion de Castille. Alors le bastion de Castille, comme ils avaient réussi à attraper des chrétiens quand ils sont arrivés sur Malte, mais des chrétiens qui n'étaient pas des hospitaliers, chrétiens simples, quoi. Hein. Ben, ceux-là, en fait, ils ont tout de suite dit que le bastion de Castille, c'est un point faible. Vous voyez, sous la torture, évidemment, bon, on reste dans le même cadre de civilisation. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir des attaques dès le départ, ici, et puis on va se rendre compte que c'est difficile. Comme on va se rendre compte que c'est difficile, on veut ramener des bateaux. Pour ramener des bateaux, il faut qu'ils passent par là. Et donc finalement, l'amiral a gain de cause, avant qu'arrive Dragut. Dragut, ça va être le grand spécialiste maritime, mais il arrive après. Donc ça, c'est son problème. Enfin, tant mieux pour nous quand même. Parce que s'il était arrivé avant, ils n'auraient pas fait ces techniques. Et s'ils n'avaient pas fait ces techniques, même si c'était des hospitaliers, ça aurait été vraiment très très dur, parce que isolé totalement dans toute l'île, sans ravitaillement, et sans accès de l'extérieur, ben, après c'est une question de mois peut-être, mais c'est vraiment, on vous laisse mourir dans votre château en fait, hein, c'est ça l'idée. Donc, là je vous donne l'ensemble, vous pouvez les retrouver, donc sur l'ensemble, alors maintenant on est sur l'île de Malte, bien sûr, et là je vous montre en fait, tout en haut, vous voyez la langue d'Auvergne. Alors en gros, chaque langue a deux bastions. Alors quand vous allez maintenant sur place, vous allez voir qu'évidemment tous les bastions c'est tous des saints. Voilà. Donc, l'équivalent de Dieu, c'est plutôt au milieu, avec le palais du grand maître. Donc, on va avoir un demi-bastion ici, Saint-Michel, le bastion de Saint-André. Donc, maintenant, quand vous rentrez à Malte, à l'heure actuelle, vous rentrez par là, hein, par le bastion Saint-Jean, et vous voyez très bien le cavalier Saint-Jean. Alors, le cavalier, c'est bon, vous savez tout ce que c'est un cavalier, j'ai pas besoin d'insister. J'explique peut-être. Alors, vous avez un rempart. Parce que je vois qu'il n'y a que les hommes qui disent comme ça. Bon, alors, ça n'a rien à voir avec un cavalier. En fait, vous avez une structure qui est ce qu'on appelle une superstructure. Donc vous avez un rempart relativement bas, et puis vous avez une structure plus haute. Imaginez une tour, mais en fait c'est souvent un pentagone pour avoir la pointe du côté de l'ennemi. Et en fait ça vous permet de tirer sur les gens qui viennent côté rempart. Donc vous avez un effet d'horizon, parce qu'évidemment, ceux qui sont de l'autre côté, en bas, vous imaginez maintenant que vous êtes en bas, par exemple les remparts sont en haut, et le cavalier, on le voit à peine, mais le cavalier vous voit. Et ça, c'est pas bon, hein. Ça, c'est pas bon. Quand il vous voit le cavalier, ça veut dire qu'il tire directement dessus, avant même que vous ayez l'occasion d'amener vos échelles, etc. Et même une tour est très sensible à ça. Donc vous avez ces deux cavaliers, vous allez me dire, donc là, évidemment, vous ne voyez pas complètement la mer, mais vous comprendrez que là, tout ça que je vous montre, là, extérieur, c'est la mer. Donc,
Maintenant, ça ne vous surprend pas du tout que les deux cavaliers soient du côté terrestre. Parce que du côté de la mer, vous êtes déjà en surplomb. Donc il n'y a pas besoin d'être encore au-dessus. Par contre, du côté terrestre, eux, ils sont en hauteur. Alors je vous signale quand même que pour l'époque, c'est des travaux colossaux, tout ça pouvait s'ouvrir et faire passer de l'eau. Ce qui fait que tout ça devenait une île, un bateau. Et c'est pareil pour l'autre. Alors, ensuite, vous avez donc la langue d'Italie. Alors, donc, ne soyez pas racistes, hein, parce que je sais bien qu'il y en a des gens qui vont dire, oui, bah, le plus dur, c'était de ce côté, le plus dur était voilà. Enfin bon, ils étaient tous ensemble et ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Donc, il y en a qui pouvaient plus. Voilà. Donc, ceux qui pouvaient plus, ben, on les mettait à des endroits où ça craignait encore plus, hein, et donc les autres un peu moins. Voilà, c'est bon ? Vous voyez, donc, alors la langue d'Allemagne, le fort Saint-Elme, ça va être, on va être sur le bastion Saint-Lazare, et là ça va être la langue Castille et du Portugal, et de l'autre côté on a la langue d'Aragon, et de l'autre côté langue de France. Alors, donc, pour les Français, quand même, pour vous faire plaisir, parce que sinon, si je vous le dis comme ça, ça vous fait de la peine, eh ben, la langue de Provence et la langue de France, eh bien, sont du côté quand même très difficile terrestre. Vous voyez ? Là, vous allez me dire, est-ce que je vous le dis ça parce que, par exemple, si je fais une conférence dans un autre pays, peut-être que je leur dis la même chose. Hein. Vous voyez, c'est la technique de Don Juan. Non, en fait, vous savez, il suffit d'aller dans l'église. Si vous allez aller dans des églises, vous allez voir, en fait, l'église est compartimentée avec, je vais dire alcôve, mais c'est pas ça. Hein. Donc, c'est pour vous rendre compte. On en a 4, et celles qui sont les plus proches de l'autel sont les plus anciennes des langues. Bon, alors les plus anciennes, évidemment, c'est France et Provence. Et évidemment, on considère que si eux s'en sortent pas, c'est que c'est fini pour le reste. Donc les autres peuvent venir après. Donc ça va être important à gérer quand même dans votre espace mental quand vous y allez aussi. Et donc vous le voyez très bien, de nouveau, le fort Saint-Elme, donc c'est séparé. Donc là, vous voyez la configuration polyurcétique du grand siège, qui nous permet quand même de se rendre compte que les hospitaliers savaient qu'ils allaient subir un très grand siège. Parce que vous savez, ces configurations-là, à part les forts de Vauban, on n'a pas d'équivalent. On a quelques équivalents en Italie, où on a des villes entières qui sont protégées. En France, ce qu'on appelle intramuros, oui, d'ailleurs on dit muros maintenant, on dit plus rempart, bon, parce que ça fait trop guerrier sans doute. Enfin, à l'époque, ils étaient bien contents que ce soit des remparts, parce que si c'est juste muros, c'est terminos après. Hein, donc je vous le dis quand même. Alors, parce que quand vous voyez ça, par exemple, bien, on a du mal à croire que ça a été avant tout fait pour que les gens y habitent. Ça a avant tout été fait pour que les gens s'y défendent. Et ça, c'est quand même fondamental parce que souvent, on oublie à l'époque contemporaine et on défonce certains remparts sans se rendre compte. Par exemple, qu'en 1940, on a utilisé les mêmes remparts. Hein, vous voyez ? Donc de 1565 à 1940. Voilà. Bon, c'est pareil dans d'autres îles comme l'île de la Crète, 1669, 1940. Vous voyez ? Et avec les mêmes remparts, sans aucune modification. Simplement, après, c'est bien de savoir. Donc, à Lyon, vous savez l'équivalent des traboules qu'on a. Eh bien, pour les remparts, les gens qui sont défenseurs de ces cités ont plein d'endroits où il y a des équivalents de traboules dans les remparts. Et ça a été utilisé à la Seconde Guerre mondiale pour se sauver. Je vous donne un exemple, quoi. Ça peut être utile. Alors, donc là, c'est ce que vous avez vu. Alors, vous voyez maintenant là le cavalier extérieur, et là, c'est un cavalier intérieur avec les demi-bastions. Alors, un bastion, normalement, vous voyez, c'est une terminologie qu'on utilise encore. Hein, vous vous rappelez, au tribunal, le tribunal est segmenté en bastions. Enfin bon, ces bastions n'ont rien à voir avec ceux-là, ils sont nettement moins pointus, mais enfin bon, ils sont quand même efficaces dans le domaine judiciaire. Et là, vous avez aussi le fossé. Alors le fossé, ça va nous permettre de créer un déséquilibre, et ce qui fait qu'on ne peut pas amener du gros matériel à côté. Alors là, c'est pour vous rendre compte que ce que je vous montre en dessin, ça paraît un peu exagéré, on se dit, mais ils ont tout travaillé. Vous voyez, ça c'est une vraie photo, quoi. Et bien ça, quand vous le voyez, pour Mdina, vous avez du mal à vous rendre compte que ça a été conçu pour se défendre. Eh bien, vous n'avez pas trop de mal, hein, parce que quand même, au bout d'un moment, vous vous rendrez compte qu'avec des angles de ce type, et ce qui est assez intéressant aussi, c'est la position des églises. Alors les églises, on pourrait croire dans un premier temps qu'elles sont à des endroits super protégés. Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, on est vraiment croyant.
voyez ce que je veux dire? On considère que ça va se protéger. Alors que bon, après, on se dit que bon, peut-être aider quand même, on va peut-être la mettre un peu plus en arrière, peut-être même pas la mettre du tout. Enfin, bon. Et ben, finalement, vous voyez qu'elle est au bord. Hein. Donc ça, c'est pour vous rendre compte aussi qu'à l'époque, quand on parle de foi, c'est de la vraie. Et juste pour vous dire quand même, hein, parce que des fois, on dénature notre propos, on ne sait plus de quoi on parle. Alors là, c'est ce que vous voyez, donc je reviendrai sur les images en arrière. Ça, c'est la vision que vous avez à l'heure actuelle. Mais même à l'heure actuelle, avec les renforcements qu'on a eus sur l'ensemble du siège, vous pouvez vous rendre compte que la partie inférieure, donc c'est la partie Floriana, elle a été complètement conçue par un architecte pour les 100 ans à venir. C'est des travaux colossaux, et en considérant que ça ne suffit pas. Alors vous voyez en fait ici les parties, donc vous les voyez maintenant, si vous voulez, du côté ottoman, on est en train d'essayer d'envahir, enfin là on est en avion, et la partie importante, ça va être celle-là. Et bien vous le voyez qu'en fait pour passer à l'intérieur avec l'ILR et taper juste là, c'est difficile quand vous avez le fort de Saint-Elme ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais vous maintenant remontrer certaines images pour que vous puissiez les apprécier à leur juste valeur et recomprendre le contexte de l'époque. Alors là, vous voyez bien comment ça s'est passé. Vous voyez ce que je vous ai montré, une sorte de terrain immense promontoire. Là, vous voyez en fait avec les petits drapeaux où ils sont. Et vous voyez où s'installe la partie ottomane. Donc ça veut dire qu'elle va clore complètement cette partie. On peut le revoir ici avec la partie de Calcara, vous voyez. Donc ça va être complètement clos. Et comment ça va se passer? Eh bien, d'abord, ils vont attaquer le fort de Saint-Elme, en considérant que ça va durer très peu de temps. Finalement, au fort de Saint-Elme, qu'est-ce qu'on fait? Le soir, on renvoie du ravitaillement. De jour, c'est impossible, mais de temps en temps, vous avez donc des chevaliers qui traversent. Il faut le faire quand même, hein, que ceux qui sont allés, vous pouvez vous en rendre compte. Donc là, imaginez que là, vous avez énormément de bateaux partout, ottomans, et vous arrivez à traverser ça le soir pour aller vous mettre là-dedans en considérant que vous allez mourir. Parce que ça, c'est pareil, on oublie. Alors c'est pareil.